1er juillet 2005. RJ, les unités sont prêtes? Qu'est-ce qu'on fait? Attendez encore un instant. RJ se pencha vers les écrans de la camionnette de surveillance. Il fit un signe de tête au technicien. Où est l'enfant? La résolution est pourrie. Ted Carter approuva. On fait ce qu'on peut, RJ. Ça ne va pas suffire. Ce type retient un enfant de 12 ans depuis 3 jours. Ce n'est plus qu'une question d'heures et peut-être de minutes avant qu'il le tue. Ted se reprit et se mit à scruter intensément les écrans. Tu as raison, excuse-moi. Il inspecta toutes les images de la maison en bois qu'occupait le tueur. C'était une maison de vacances en bordure d'un lac, dans une ville appelée La Grange, non loin d'Atlanta. Ils étaient parvenus à l'identifier au prix d'efforts monstrueux. Tout le mérite revenait à R.J. Scanlon. Ce type, un profiler de génie, pouvait entrer dans la tête de n'importe quel tueur et dénicher son adresse ou sa retraite au sein de ses souvenirs personnels. Enfin, ça, c'est ce que disait la légende. La réalité, c'est que R.J. était un compromis diablement efficace entre un profiler rudement doué et un enquêteur acharné. Une fois qu'il avait une piste, il l'exploitait jusqu'à en avoir extrait le moindre détail susceptible de l'aider. Ted admirait sincèrement ce gars qui avait épinglé pas moins de 7 tueurs en série. R.J. était un chef né. Il savait motiver même les plus récalcitrants. Sur cette enquête, de toute façon, tout le monde roulait dans le même sens. C'était d'ailleurs toujours le cas lorsqu'on avait affaire à un tueur d'enfants. Celui qu'il tentait d'arrêter aujourd'hui avait enlevé 5 gamins, âgés de 9 à 13 ans, devant leur école, avant de les déposer morts dans le jardin de leurs parents ou d'amis de la famille. Les autopsies avaient révélé que le tueur les avait battus, violés et tués d'une balle en plein cœur avant de leur couper la tête, qu'il conservait probablement pour lui. Ce détail horrible et les images qu'il faisait naître dans les esprits constituaient en soi une source de motivation pour tous les membres de l'équipe. R.J. avait suivi la moindre piste, la moindre intuition, pour aboutir à l'identification du responsable de l'orchestre de la ville, Clive Roberts. Ce type donnait également des cours de musique à certains de ses élèves. Toutes les victimes de leur tueur faisaient partie de ces malheureux élus. Annoncé comme ça, on se dit que c'est facile. Sauf que cet individu avait une épouse conciliante qui avait détourné les soupçons des enquêteurs en mentant pour lui. Prétendant que son mari était avec elle au moment des enlèvements, elle avait totalement faussé les premières conclusions de l'investigation. Clive Roberts avait été éliminé de la liste des suspects. À cause de ça, 2 enfants de plus avaient trouvé la mort. R.J. s'était pourtant accroché à son idée, jusqu'à prouver les mensonges de Debra Roberts. Elle écoperait d'une inculpation pour complicité de meurtre dès que son mari tomberait. Il avait fallu ensuite identifier le repère de ce malade, la maison figurant au nom de jeune fille de sa mère biologique. Encore une fois, seul l'acharnement de R.J. avait fait la différence. Les équipes étaient à présent positionnées tout autour de la maison, attendant les ordres du profiler. Ted inspecta les écrans et sursauta soudain. « Regarde, R.J., là !» R.J. se pencha et aperçut Clive Roberts qui traversait son salon paisiblement. Il se pencha et déposa quelque chose sur le sol. Il s'éloigna ensuite. La silhouette pâle et nue d'un petit garçon provoqua une légère réaction dans l'habitacle de la camionnette. Ligoté et bâillonné, le gamin ne bougeait pas, mais il était encore en vie. R.J. soupira. « À toutes les équipes, Simon est dans le salon. »
Il donna des consignes précises et se joignit aux hommes pour donner l'assaut de la maison. Vêtu du blouson marqué du sigle du FBI, il suivit les autres, armes au poing. La charge se déroula sans incident notable. Les agents entrèrent par les fenêtres et les portes, telle une coulée de lave se répandant dans la maison. Plusieurs d'entre eux se jetèrent sur le corps du garçon pour le protéger de son agresseur. Le professeur Roberts, qui venait de récupérer son fusil pour mettre fin au jour de sa victime, tenta de prendre la fuite. Il était trop tard, cependant, et il s'en rendit vite compte. Il retourna l'arme contre lui. Un des hommes de R.J. l'immobilisa sans douceur au sol avant de lui passer les menottes. 3 policiers locaux l'emmenèrent ensuite tout en lui lisant ses droits. R.J. s'approcha de l'enfant, Simon Owen. Il avait le regard vitreux et respirait difficilement. Son petit corps mince était couvert de bleu et de traces de griffures. R.J. soupira. Ils étaient arrivés trop tard. Il posa ses doigts sur son épaule avec une infinie douceur. « Simon, tu es sauvé. » Le gamin se mit à trembler et tourna son visage vers lui. Il essaya de parler et son effort fit saigner ses lèvres desséchées et craquelées. « Maman !»« Elle arrive, bonhomme. Tout va bien se passer maintenant. Tu es sauvé. » Les ambulanciers arrivèrent et prirent l'enfant en charge. R.J. secoua la tête. Il avait menti au gosse. Oui, il était sauvé, mais le plus dur restait à faire à présent. Il allait devoir réapprendre à vivre avec le poids de ce qu'il avait subi. Il devrait surmonter toute cette horreur et les souvenirs pour reprendre le cours normal de sa vie, pour devenir un sportif accompli, un chercheur scientifique ou un écrivain. C'est tout le mal que R.J. lui souhaitait à présent.